Ton patron passe dans le couloir, il ouvre la porte de ton bureau, il passe la tête et il te dit 4 mots. Je peux te parler? Il sourit même. Mais toi, en 3 secondes, c'est fini. T'as été convoqué dans ta tête, dans ton imagination, t'as été humilié, viré. T'as déjà vidé ton bureau mentalement. Ton cœur tape, tes mains sont moites, et tout ça parce que t'as entendu 4 mots. Et ça, tu le vis pas une fois par an, tu vas le vivre 10 fois par jour. Un message envoyé qui est marqué comme lu, mais sans réponse. Un point à la fin d'un texto plutôt que d'avoir un petit cœur que tu reçois en général. Un regard qui va durer une demi-seconde en trop, un ton de voix qui est un peu différent, et à chaque fois, c'est la même chute libre. Et quand tu essayes d'expliquer ce que tu vis, on te dit que t'en fais des montagnes ou que t'es trop sensible. Alors tu te tais et tu commences à penser que le problème là-dedans, c'est toi. Et cette douleur, elle a un nom, elle a été documentée par un psychiatre qui a passé 40 ans avec des milliers de patients. Et ce psychiatre pose une seule question de dépistage à ses patients. Et lorsqu'il pose cette question, 95% des gens répondent « Mais mon Dieu, comment est-ce que vous pouvez savoir ça ?» Cette question, c'est la suivante. Si jamais tu regardes ta vie en arrière, est-ce que tu as toujours été plus sensible que les autres au rejet, aux moqueries, aux critiques ou même à ta propre impression d'avoir échoué? Et qu'on se mette d'accord, je ne parle pas aujourd'hui d'hypersensibilité. Je parle réellement d'un détecteur de fumée qui serait déréglé. Le four commence à chauffer de manière normale, l'alarme incendie se déclenche et il y a de l'eau partout. Lorsque tu auras compris ce qui est déréglé, tout va changer. Ta vie entière va se relire différemment. Alors ça a un nom, ça s'appelle RSD. La dysphorie de sensibilité au rejet. Et on va voir jusqu'où ça va. Dysphorie, ça vient du grec et ça signifie insupportable. Et les psychiatres ont choisi ce mot exprès pour montrer que c'est pas juste une tristesse normale, c'est pas un coup de mou, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est une douleur qui est profonde. Au moment où tu vis ça, tu vas le ressentir dans ta poitrine. C'est une décharge, c'est tes muscles qui se verrouillent, c'est tout ton corps qui essaye d'absorber le choc. Lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils ressentent, ils disent que c'est atroce, insoutenable, catastrophique. C'est tellement primitif, cette peur du rejet, que tu vas ressentir tout ceci avant même de pouvoir mettre des mots dessus. Le pire dans cette douleur, c'est que tu vas passer de 0 à 100 en un claquement de doigts, tu vois rien venir et t'as même pas le temps d'y penser. Quand tu es dans cette douleur de rejet provoquée par un petit rien, tu penses que tu vas y rester pour toujours. Sauf qu'en réalité, ça s'arrête à chaque fois. Parfois, ça s'arrête en 20 minutes, si t'as de la chance. Parfois, ça s'arrête au bout de quelques heures. Parfois même, au bout de quelques jours. Le souci de cette douleur, c'est même pas son intensité, c'est pas sa puissance, c'est pas le fait que dans ta tête, ce soit un film d'horreur quand on te rejette. Le souci, c'est que cette douleur, tu ne la ressens quasiment jamais. Et tu peux te poser la question, comment est-ce que si jamais tu as peur du rejet, tu pourrais ne jamais ressentir cette douleur que tu connais tant que ça? Ça risque de te perturber. Tu as probablement construit toute ta vie, toute ta personnalité pour ne jamais croiser du rejet. Réfléchis. Si jamais la porte de ta chambre avait une poignée qui était électrifiée, probablement que tu aurais appris à ouvrir cette porte différemment. Peut-être du coude en poussant le haut de la porte, peut-être avec un chiffon pour pas ressentir une douleur. Tu te serais organisé pour ça. De la même manière, quand on a ce genre de réaction épidermique au rejet, on s'organise entièrement autour de cette douleur. Par exemple, tu te mets dans des situations où ça ne peut pas arriver. Tu développes des stratégies pour ne jamais être rejeté. Et il y en a 3. La toute première, c'est l'évitement. Par exemple, tu ne commences rien sans être sûr à 100% de réussir. Si jamais tu n'as pas cette garantie, tu ne te lances pas. Un psychiatre raconte des cas extrêmes où, par exemple, des patients n'ont jamais demandé un seul rendez-vous amoureux de leur vie. Ou encore, ils n'ont jamais réellement postulé à un emploi, à un job qu'ils souhaitaient. Et c'est pas de la flemme, c'est parce que juste l'imagination du refus est insupportable. Ça suffit à tout bloquer. Je te donne les cas extrêmes, tu n'es probablement pas là-dedans. La majorité d'entre eux sont dans des situations qui sont malheureusement beaucoup plus classiques. C'est par exemple des gens qui vivent des vies plus petites que ce qu'ils pourraient avoir. Un homme pourrait diriger une équipe entière, par exemple. Son patron va lui dire maintenant tu vas devenir chef d'équipe, il refuse, il se contente d'exécuter. Ça peut être aussi une femme qui a un talent incroyable pour écrire, mais ce livre restera toujours dans son tiroir bien rangé. Elle ne le montrera jamais. La deuxième stratégie que tu as peut-être mis en place pour éviter le rejet, c'est ce qui s'appelle devenir un people pleaser.
C'est faire plaisir tout le temps à tout le monde. Tu vas scanner une pièce, un inconnu rentre dans cette pièce, tu vas savoir exactement ce qu'il aime, ce qu'il approuve, ce qu'il fait sourire. Et ça, tu lui donnes direct. Tu es capable d'anticiper les besoins avant même que les gens en aient conscience. Tu te rends indispensable et tu crois que c'est de la gentillesse. Tu te dis, j'ai de l'empathie, je suis un chic type. En réalité, c'est de la survie. Tu lis les gens parce que tu as appris que ta sécurité dépendait de leur humeur. Et le prix à payer au final est terrible. À force de scanner les autres, tu perds totalement la trace de qui tu es au fond. La seule chose que tu veux, c'est que les autres soient heureux et qu'ils ne soient surtout pas déçus par toi. La troisième stratégie, c'est le perfectionnisme. Être irréprochable, que personne jamais ne puisse trouver la faille dans ce que je fais. Sauf que la perfection, c'est un piège qui est sans fin. Tu es bon, mais c'est un ancien succès. Il faut recommencer maintenant, encore et encore, à être toujours parfait chaque jour de ta vie, à porter un masque à plein temps. Est-ce que tu vois ce qui vient de se passer? Tu te pensais peut-être timide, dévoué, gentil, exigeant. C'est ton cerveau qui te dit juste quoi éviter. C'est ta peur du rejet qui a écrit ta personnalité à ta place. Et tant que tu le vois pas, probablement avant cette vidéo, ton cerveau continuera d'éviter le rejet et continuera de choisir ta vie pour toi. Demain, la semaine prochaine, dans 10 ans. Reviens quelques secondes dans ta tête, mentalement, en arrière. Très loin en arrière. Un pédopsychiatre a estimé qu'un enfant avec ce type de cerveau a entendu, avant le CE2, 20 000 messages en moyenne de correction de plus que les autres. 20 000. Alors qu'est-ce que c'est un message de correction? C'est par exemple, assieds-toi. Arrête de bouger mon fils. Calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? 20 000 fois le même message. Ce message, c'est tu n'es pas acceptable tel que tu es. Change maintenant, change vite, sinon personne ne pourra t'aimer. Ce même psychiatre cite une étude sur les enfants de CE2 avec ce profil et il montre que plus de la moitié d'entre eux avaient aucun ami ou très peu. Et il dit une phrase qui m'a marqué. Il dit, lorsqu'une mère pleure dans mon cabinet, ce n'est pas parce que son enfant rate l'école, ça se rattrape. Elle pleure parce que son enfant n'a jamais été invité à un seul anniversaire. Maintenant, fais le calcul si tu le souhaites. Un enfant qui va recevoir chaque jour le message qu'il est trop, qu'il est pas assez, qu'il doit se comporter plus comme ci, moins comme ça, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre une seule chose. Ce que je suis vraiment est inacceptable. Alors, il va construire une autre version de lui. Cette petite fille sera plus lisse, plus polie, elle dérangera pas les autres. Ce petit garçon fera attention à modifier son comportement tel que ses parents le souhaitent. Et ce masque, il le portera si longtemps qu'il finira même par oublier qui il est. Chaque critique, on parle de 20 000 critiques, a déréglé son détecteur ou sa personnalité une fois de plus. 20 000 crans déplacés à le modeler exactement comme on lui a dit d'être. Cet enfant grandit, un jour il a 40 ans, et lorsque un ton de voix sera différent, lorsqu'un regard sera un peu plus soutenu, quand un SMS n'aura pas d'emoji mais un point à la fin, dans ce cas-là, il va paniquer. Parce que le langage est devenu pour lui un code. Par exemple, un message qui n'a pas d'emoji signifie que l'autre est en colère. Un OK sec dans un SMS signifie « t'as fait une bêtise ». Un ami qui ne rappelle pas 24 heures après, signifie « tu seras abandonné ». Ces personnes deviennent donc, à l'âge adulte, des détecteurs réglés pour identifier chaque menace, même lorsqu'il n'y en a pas, elles seront inventées. Et le pire, c'est que tu es peut-être en train de refaire ça aujourd'hui à quelqu'un d'autre. Personne n'aime vivre avec quelqu'un qui marche en permanence sur des œufs. Par exemple, ton partenaire te dit « est-ce que tu as pensé acheter du pain ?» Toi, tu vas recevoir ça comme « tu es nul », tu oublies tout, t'es bon à rien. Alors tu te défends, ou tu attaques, ou tu t'effondres. Un psychothérapeute spécialisé en RSD décrit la chose suivante, qui est très parlant dans mon cerveau. Il dit, imagine que tu es assis dans un amphithéâtre. Autour de toi, cet amphithéâtre est plein. Tous ceux que tu as connus dans toute ta vie. Tes parents, tes profs, tes ex, tes enfants. Et sur un écran, dans cet amphithéâtre, devant tout le monde, va défiler le film de ta vie avec toutes les choses honteuses que tu as faites. Tout ce que tu voudrais faire oublier, là, tout le monde le regarde, tout le monde le voit. Et voilà ce que ton cerveau ressent quand ton conjoint te dit « Est-ce que tu as acheté le pain ?» Alors, on apprend à se taire. Tu portes bien sagement ton masque, t'essayes d'être parfait, t'essayes de pas être rejeté, t'essayes de t'adapter à tout le monde. Malheureusement, à force de te contraindre,
tu finis par exploser un jour, comme une cocotte minute. Peut-être même qu'on t'a déjà reproché d'être parfois Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et puis il y a les enfants. Quand un parent a un RSD, il fera exactement pareil aux enfants, avec les mêmes mots. On m'a reproché d'être trop comme ci, pas assez comme ça, de devoir m'adapter, bien évidemment, parce que je suis un bon père, parce que je suis une bonne mère, je vais transmettre les mêmes consignes à mes enfants. Avec le même vocabulaire, le même ton, avec les mêmes 20 000 petites corrections. Et là, la boucle se referme. On a déréglé ton alarme quand tu étais jeune, tu es en train de dérégler celle de tes enfants sans le vouloir. Avant de voir la suite, notamment comment faire pour corriger ça, j'aimerais que tu saches que on peut bosser là-dessus avec un professionnel. Je t'ai mis un lien vers psychologue.fr juste en dessous. C'est le genre de choses qui, une fois traitées, changent complètement non seulement ta trajectoire de vie pour la suite, mais aussi ton quotidien. La tienne, celle de ton partenaire et aussi celle de tes enfants. Alors comment faire pour résoudre ça? Je vais commencer par quelque chose qui est peut-être assez contre-intuitif, le sommeil. 80% des gens qui ont ce profil sont ce qui s'appelle des oiseaux de nuit, sont des gens qui dorment pas beaucoup. Ton cerveau s'éteint pas. Tu vas rejouer les humiliations de toute ta vie en boucle jusqu'à 3 heures du matin. Dormir, vraiment dormir, c'est la moitié du réglage. Et dans ce même onglet, je mettrai aussi attention à l'automédication pour dormir, attention à l'alcool, attention à toutes les substances, parce que les gens qui boivent quand ils ont ce câblage, ils boivent pas pour faire la fête, ils boivent pour faire baisser le volume de l'alarme dans leur tête. Sauf qu'en réalité, ça le dérègle encore plus. Deuxième point, ne pas croire l'alarme. C'est dur à entendre, mais ton alarme, dans laquelle tu es jugé en permanence, dans laquelle tu vas être abandonné, elle est déréglée. Donc ça veut dire apprendre à ne pas la croire. Le danger qu'elle signale n'existe pas. Ensuite, il y a la partie médicale, les psychologues que je te recommande juste en dessous. Il y a aussi ce psychiatre dont je te parle depuis le début, qui utilise des médicaments. Ce sont des régulateurs connus depuis plus de 60 ans. Je te donne pas les noms. Je ne suis pas médecin. C'est pas non plus le sujet d'une vidéo, ni de Google, ni même de ChatGPT. Si t'en parles, parle-en à un psychiatre qui connaît vraiment le sujet. Et dans ces études, dont j'ai mis toutes les références sous cette vidéo, on découvre que ceux qui s'en sortent ont entendu 3 phrases de la part d'un proche. Ce proche, ça peut être un professeur que tu as eu quand tu étais jeune, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être ton partenaire, ça peut être un voisin. Ceux qui arrivent à se sortir de ce profil ont tous en commun d'avoir entendu ces 3 phrases. Et si tu ne les as pas entendues, c'est moi qui vais te les dire aujourd'hui. La première phrase, c'est « Je te connais, tu es quelqu'un de bien ». La deuxième phrase, c'est « Ce n'est pas de ta faute ». La troisième phrase, c'est « Et tu ne seras pas seul avec ça ». C'est tout. Tu peux même les écrire en fond d'écran sur ton téléphone ou les accrocher avec un aimant sur ton frigo. Ces 3 phrases, maintenant, tu sais qu'elles existent. À toi de trouver les gens capables de te les dire. Et petit aparté, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je crois qu'il y a moins de 40% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Ce serait bien qu'on arrive à 50%. Cliquez en dessous, c'est rigolo, ça fait une animation et vous cliquez aussi sur la cloche qui est juste à côté. Salut à tous, bye.